Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Un épisode sur deux est consacré à une brève revue des principales nouveautés et cette semaine il y a pas mal de choses à dire car les fonctions lambda peuvent désormais s'exécuter sur un processeur ARM. Vous pouvez enfin visualiser certaines de vos ressources au travers de plusieurs régions en une seule page dans la console. Il y a aussi une nouvelle région qui a été annoncée ainsi qu'une ligne de commande pour les projets génomiques qui est maintenant disponible en open source. QuickSight-Q est disponible ainsi qu'un éditeur SQL pour Amazon Redshift. Mais surtout, une nouvelle API, le Cloud Control API, vous donne un accès unifié aux services AWS et aux services tiers. On développe tout ça avec beaucoup plus de détails dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue, merci de nous écouter. Nous sommes disponibles, vous le savez, dans toutes les applications de podcast, toutes les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude de dire. Ça inclut Google Podcast Addict, ça inclut Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast également, et puis des tas d'autres. Si la vôtre n'est pas, si le podcast n'est pas dans la vôtre, dites-le moi, et je n'hésiterai pas à aller frapper à leur porte pour le rajouter, pour l'ajouter. Quand je dis dites-le moi, le plus simple c'est sur Twitter ou LinkedIn. Sur Twitter, Sebsto, S-E-B-S-T-O, sur LinkedIn, Sébastien Stormac, je vous laisse chercher ça. Pas mal de nouveautés donc cette semaine, je vais commencer avec quelques brèves, quelque chose qu'on attendait tous depuis longtemps, avoir une page où on voit l'ensemble des ressources AWS à travers plusieurs services. Alors aujourd'hui, c'est pas l'ensemble des ressources, c'est certaines ressources, les ressources, je veux dire les principales, celles que vous utilisez le plus souvent, ce sont les instances EC2, ce sont les VPC, les volumes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les subnets, et tout ça c'est disponible depuis votre console EC2. Donc vous prenez la console EC2 et en haut à gauche, depuis cette semaine, vous avez EC2 Global View en anglais, je ne sais pas comment c'était traduit dans les autres langues. Vous cliquez sur Global View et vous recevez ce dashboard qui vous montre l'ensemble des ressources à travers différentes régions. Donc les instances, les VPC, les subnets, les security groups, j'avais oublié, et les volumes. Et vous pouvez directement cliquer sur un groupe et avoir le détail. Enfin, j'ai envie de dire, depuis le temps que vous demandiez à avoir une espèce de page centrale où vous pouvez voir l'ensemble des ressources à travers plusieurs régions. En parlant de région, Jeff Barr a annoncé dans un blog post une nouvelle région en Nouvelle-Zélande, autour d'Auckland. Aujourd'hui, il y a 81 zones de disponibilité avec 25 régions qui sont opérationnelles aujourd'hui. Il y a 24 zones de disponibilité en cours et 8 régions qui sont préannoncées, y inclut celle de Auckland. La disponibilité, ça sera pour plus tard. Je ne pense pas que c'est mentionné dans le blog post, mais c'est évidemment pas 2021. Je ne suis même pas sûr que ça soit 2022. Donc voilà, dans le blog post, c'est bien mis 2024. Donc c'est une pré-annonce pour un peu plus tard. Je rappelle qu'il y a 2 régions qui sont préannoncées pour l'Europe aussi, ce qui vous concernera probablement un peu plus que la Nouvelle-Zélande. C'est Madrid, l'Espagne et Zurich, la Suisse, qui devraient arriver très prochainement. Amazon QuickSight-Q a été préannoncé à reInvent l'année passée. Il est disponible, également un blog de Jeff Barr qui était productif cette semaine. Nous avons tous été productifs dans le blog cette semaine. Donc QuickSight, c'est un outil de visualisation de données qui vous permet de vous connecter sur vos sources de données, typiquement Redshift, S3, et de faire des dashboards graphiques pour analyser les données. QuickSight-Q, c'est une extension à QuickSight qui permet de poser ces questions en langage naturel. Quel est le niveau de mes ventes dans chaque région? Et QuickSight comprend qu'il doit aller chercher les ventes dans les régions, faire un breakdown, etc. et vous propose le bon graphique qui va bien avec votre question. C'est disponible en anglais, évidemment, pour le moment. Et dans le blog de Jeff Barr, il y a une petite démo, comme à notre habitude, qui vous montre comment configurer QuickSight pour qu'il puisse répondre aux questions. Et une fois que vous avez la réponse, comment vous pouvez faire un drill down dans les réponses pour avoir plus de détails. Il y a un prix par viewer du rapport et par auteur. Évidemment, on fait la différence entre ceux qui peuvent modifier et ceux qui consomment des rapports. Regardez la page de QuickSight Pricing que vous trouvez dans les notes du podcast pour en savoir plus. Amazon Connect, c'est un call center que vous pouvez déployer dans le
cloud pour recevoir des appels et les router vers des agents qui prennent les appels. J'avais déjà blogué à re:Invent l'année passée sur 2 nouvelles fonctionnalités, Voice ID et Wisdom. Elles sont maintenant disponibles. Petit rappel, Wisdom est une fonctionnalité de recherche qui permet aux agents de faire des recherches sur différentes sources de données de manière à pouvoir mieux servir les clients qu'il a au téléphone et répondre à leurs questions. Typiquement, les agents doivent chercher dans plusieurs repositories de données, des wikis, des FAQ, l'historique de problèmes d'un client spécifique, etc. pour retrouver des réponses. L'idée de Wisdom, c'est de donner une vue unifiée sur tout cela pour faciliter la vie des agents. Voice ID, c'est une autre fonctionnalité de Connect qui permet de reconnaître la voix de l'appelant et de l'identifier grâce à sa voix. Donc plutôt que l'agent passe du temps avec vous pour vous demander le prénom de votre maman et la ville et la date de votre naissance, on pourrait imaginer que l'agent vous fasse parler une dizaine de secondes, s'il n'en faut pas plus, au début de la conversation et que le système, sur base de ça, reconnaisse, authentifie que c'est bien vous ou pas et donne un score de confidence, de confiance à l'agent qui décidera ensuite s'il peut faire confiance au système ou s'il doit demander un élément d'identification complémentaire. Il suffit de 30 secondes de votre voix et de votre consentement évidemment pour dégager une empreinte vocale, donc comme une empreinte digitale sur votre manière de parler, et 10 secondes de votre voix au moment où vous appelez de nouveau le contact center pour vous authentifier auprès de ce contact center. Une autre fonctionnalité est lancée en preview, elle, sur Amazon Connect, ça s'appelle Outbound Communication, High Volume Outbound Communication, parce qu'on a remarqué que nos clients nous disent que de plus en plus avec leur call center, bon, évidemment ils reçoivent les appels de leurs clients, mais ils émettent des appels aussi, par exemple pour confirmer un rendez-vous, pour s'assurer du suivi de la résolution d'un problème. Il y a plein de use cases valables pour émettre des appels depuis un call center. Eh bien, High Volume Outbound Communication permet de faire tout ça de façon très efficace, en liant par exemple avec un Salesforce pour avoir les liens de numéro de téléphone des clients à appeler, en faisant de la composition automatique, en détectant si c'est vraiment un humain qui répond ou si c'est un répondeur ou un fax ou autre chose qui répond, et ne passer aux agents que les appels qui ont été répondus par des humains, de manière à ce que les agents ne perdent plus leur temps à composer le numéro de téléphone eux-mêmes ou à attendre que quelqu'un réponde. Est-ce que vous savez que seulement 10% des appels sont réussis dans ces cas-là? Donc c'était beaucoup de temps perdu par les agents. Pour le moment, c'est en preview. C'est pas que le téléphone d'ailleurs, ça gère aussi les communications sortantes par email avec Amazon Pinpoint ou par SMS également avec Amazon Pinpoint. Donc voilà, une nouvelle fonctionnalité en preview sur Amazon Connect. Beaucoup de scientifiques font des analyses de génome et beaucoup le font dans le cloud AWS par la facilité de provisionner du calcul et du stockage à grande échelle, parce que souvent ce genre de calcul qui passe pas sur un laptop. Il faut beaucoup de serveurs, il faut beaucoup de stockage. Malheureusement, pour gérer de tels volumes de données, il faut provisionner des serveurs, provisionner du stockage, et donc beaucoup de scientifiques passaient finalement plus de temps à gérer de l'infrastructure, à provisionner de l'infrastructure, à détruire de l'infrastructure, plutôt que du temps à faire de la recherche sur des séquençages génomiques. Et donc pour aider ce cas d'utilisation-là, nous avons créé une ligne de commande qui s'appelle Amazon Genomics CLI, qui est en open source. C'est une ligne de commande qu'on peut installer et qui va provisionner, qui va créer de l'infrastructure pour moi et qui va exécuter mes workflows spécifiques à mes analyses de génome. Donc ça fonctionne avec des frameworks que vous connaissez déjà si vous êtes dans ce domaine-là, celui qui s'appelle Cromwell ou Nextflow, que moi personnellement je connais pas, mais donc capable d'exécuter ces workflows, ces calculs sur ces frameworks en provisionnant automatiquement l'infrastructure pour vous et la déprovisionnant une fois que les calculs sont terminés, en vous laissant les résultats sur un bucket S3. Donc il n'y a plus besoin de provisionner de l'infrastructure si vous faites du calcul de génomique. Allez jeter un coup d'œil à Amazon Genomics CLI. Une petite brève également, c'est mon collègue Alex Casalboni qui a écrit le blog d'annonce. On ajoute un éditeur de query SQL V2 pour Redshift. Donc Redshift, c'est ce data warehouse managé dans le cloud, et
si vous avez déjà démarré des clusters Redshift, typiquement vous les mettez dans un VPC privé, donc vous ne pouvez pas y accéder depuis votre laptop qui est sur le réseau de l'entreprise ou le réseau de la maison, à moins que vous ayez une très grande entreprise avec du Direct Connect et des réseaux qui sont configurés pour accéder au VPC, au subnet privé dans le cloud, mais souvent c'est pas le cas. Donc pour accéder à Redshift, ce sont des applications qui doivent être elles-mêmes dans le même VPC, dans le même cloud, ou dans un VPC configuré pour accéder à votre cluster. Bref, c'est pas facile. Souvent, moi j'utilisais des tunnels SSH où je démarrais des instances Cloud9 dans le cloud pour pouvoir taper mes queries SQL. Et bien là, voilà, on a un éditeur web qui permet de taper, de sauvegarder, de cataloguer mes queries avec tout ce que vous attendez d'un éditeur en termes de configuration, de couleurs, de police de caractères, etc. et de visualisation directement des données qui ont été recherchées. Donc plus besoin de s'embêter avec des tunnels SSH ou avec des instances EC2 qu'il faut démarrer juste pour pouvoir se connecter à Redshift. Maintenant, vous pouvez le faire avec le Redshift Query Editor V2 et je vous mets évidemment les notes, le lien dans les notes du podcast. Deux grandes nouvelles pour terminer. La première est parue mercredi soir, si je me souviens bien. Ça concerne les fonctions lambda jusqu'après. Donc les fonctions lambda sont des petits morceaux de code que vous pouvez déployer dans le code et qui vont s'exécuter sur base d'un événement. Un événement, ça peut être un appel sur une API Gateway, par exemple. Ça peut être un fichier qui arrive sur S3. Ça peut être une donnée qui est modifiée dans DynamoDB. Il y a plein de cas d'utilisation pour lambda. L'avantage de Lambda, c'est que vous ne devez pas provisionner d'infrastructure. Il n'y a pas de C2 à gérer, en tout cas, c'est pas vous qui les gérez. Et donc, il n'y a rien à patcher, à scaler. Lambda scale et vous payez qu'à la milliseconde de temps d'exécution de la fonction. Donc, le nombre d'invocations de la fonction et le milliseconde de CPU de temps d'exécution de la fonction. Jusqu'à présent, Lambda fonctionnait sur des instances x86, 64 bits évidemment, x86, 64. Depuis cette semaine, elle tourne également sur les processeurs AWS Graviton 2, donc les processeurs à architecture ARM qui sont déjà disponibles pour RDS, qui sont déjà disponibles pour EC2 depuis très longtemps. La grande force de ces processeurs, c'est de vous donner plus de performance par rapport à la génération juste avant Intel, par rapport à un M5 ou un C5 par exemple, pour moins cher. Donc vous y gagnez 2 fois, ça va plus vite et vous payez moins à la milliseconde. Et c'est une pattern qu'on retrouve à travers EC2, à travers RDS et évidemment sur Lambda, puisqu'on estime à 34% d'amélioration du ratio entre le prix et la performance. La bonne nouvelle, c'est que les fonctions lambda, souvent, elles sont écrites en Python, en JavaScript, en TypeScript. L'immense majorité des fonctions lambda sont dans ces langages, donc vous ne devez même rien changer à votre code. C'est très rare d'avoir du code natif compilé pour x86 dans une fonction lambda. Depuis que j'utilise des fonctions lambda moi-même, depuis le tout début de lambda, et même un peu avant qu'elle ne soit disponible dans le public. Je crois qu'une fois dans ma vie, j'ai mis un binaire x86 dans un zip et ça faisait partie de ma fonction lambda pour faire des choses qu'il n'y avait pas moyen de faire en TypeScript. Mais sinon, c'est du TypeScript, c'est du Python tout à fait normal. Et donc, simplement en changeant l'infrastructure, le type d'architecture au moment de la création de la fonction, vous choisissez x86 ou ARM, vos fonctions s'exécuteront plus vite et la milliseconde coûtera moins cher, donc on estime à 34%, je répète, le ratio price-performance, le prix-performance qui va en s'améliorant avec les fonctions lambda sur ARM. Quelqu'un disait sur Twitter aujourd'hui, l'essayer c'est l'adopter, donc je vous encourage à lire l'article de Danilo et puis surtout essayer d'utiliser vos fonctions lambda sur des processeurs ARM dès aujourd'hui. Enfin, dernière nouveauté qui est parue tard, juste au moment où j'enregistre ce bloc-là, ce podcast. J'enregistre le podcast le jeudi soir, typiquement pour publication le vendredi matin. C'est une nouvelle API qui s'appelle Cloud Control API. Quel est le problème qu'ils essayent de résoudre ? En fait, chaque équipe service vient avec sa propre API et son propre vocabulaire pour une API. Par exemple, si vous voulez créer un bucket S3, vous appelez create bucket. Si vous voulez créer une instance EC2, vous appelez run instance. Et donc, remarquez
que le vocabulaire n'est pas le même. Évidemment, c'est la même chose dans les paramètres, etc. Et donc l'idée de Cloud Control API, c'est de vous donner une API unifiée au-dessus de la majorité des services AWS qui soit consistante. Une API REST avec du create, du read, du update, du delete et du list, du CRUDL, donc create resource, get resource, update resource, delete resource, list resource. Cette API était disponible évidemment dans les SDK, elle est disponible également dans la ligne de commande, et ça vous permet très facilement de pouvoir créer une fonction lambda, de créer un VPC par exemple, ou un cluster ECS avec cette API normalisée. Alors les premiers qui vont pouvoir en prendre avantage, ce sont évidemment les partenaires comme HashiCorp ou Pulumi, qui font HashiCorp qui fait Terraform par exemple, puisque leurs équipes d'engineering ne devront plus adapter Terraform à chaque nouveau service qui est lancé par AWS, mais ils auront un mécanisme standard pour créer une ressource, pour effacer, pour lister, standard en matière de reporting d'erreurs, standard en matière de pagination, etc. Donc une seule façon d'interagir. Et la super bonne nouvelle, et je suis un peu long dans ce podcast, je suis désolé, mais Lambda et Cloud Control API sont deux fonctions qui vont probablement vous impacter directement, donc je passe un tout petit peu plus de temps dessus. L'autre bonne nouvelle, c'est que Cloud Control API ne sert pas qu'à créer des ressources AWS, mais aussi des ressources tiers, parce que Cloud Control API, c'est une API au-dessus du CloudFormation Registry. Vous savez que dans CloudFormation, depuis quelque temps, il y a un public registry, n'importe qui peut publier une ressource sous le format CloudFormation. Et vous pouvez naviguer dans toutes les ressources CloudFormation qui sont disponibles et les utiliser dans vos templates CloudFormation. Et bien maintenant, vous pouvez créer, effacer, updater ou lister toutes ces ressources de façon uniforme, que ce soit des ressources tierces ou que ce soit des ressources AWS, les services AWS que vous connaissez et que vous aimez. Donc si vous utilisez les API de services AWS de façon assez bas niveau pour faire des choses un peu avancé, que vous gérez des comptes pour vos clients par exemple, que vous faites du discovery de services un peu poussé pour des raisons de facturation par exemple, ou de contrôle des coûts, jetez un coup d'œil à cette nouvelle solution qui s'appelle AWS Cloud Control API. C'est disponible aujourd'hui, c'est disponible dans presque toutes les régions à part GovCloud et la Chine, je pense, et c'est gratuit évidemment puisque c'est une API de contrôle, donc vous payez évidemment les ressources sous-jacentes qui sont créées si vous créez des ressources, mais pas pour l'usage de l'API elle-même. Voilà, un podcast chargé en matière d'actualité ces 2 dernières semaines. C'est la période qu'on appelle pré-reinvent chez nous, où beaucoup de fonctionnalités qui ne seront pas annoncées à reinvent sortent les mois qui viennent. Donc il y en aura encore beaucoup à annoncer dans 2 semaines, dans le prochain podcast AWS en français, où je parlerai de l'actualité. La semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, je serai avec une start-up française qui s'appelle Cosmian et ils font des trucs assez fous chez Cosmian. Je vous laisserai découvrir ça vendredi prochain. Et puis vendredi d'après, on est reparti pour une revue de presse avec le What's New. Ça sera la semaine 41, ça sera mi-octobre déjà. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est le podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Stormack. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.